Le siège de l'Organisation mondiale de l'environnement sera en RDC. Cette proposition a été faite par le vice-président du Sénat Eddy Mundela au cours de l'audition parlementaire aux Nations Unies vendredi 18 février. Le but de cette proposition est de conserver le patrimoine mondial. À cette occasion, Eddy Mundela a présenté à nouveau la RDC comme pays solution de la lutte contre le réchauffement climatique. Le numéro 2 de la Chambre haute du Parlement a mis en évidence les richesses du pays, notamment les bassins du Congo avec ses tourbières qui contribuent au maintien de la biodiversité, le potentiel hydroélectrique de 100 000 MW et de 90 000 MW d'énergie renouvelable sous d'autres formes, mais aussi les sous-sols de la RDC qui regorgent des ressources stratégiques qui sont utilisées dans l'industrie automobile pour le stockage de l'énergie. Dans ces dires, nous pouvons noter ce qui suit. C'est ici le lieu de rappeler la nécessité de créer une organisation mondiale de l'environnement dont la RDC, en tant que pays solution, souhaite abriter le siège. Sur cette proposition, les spécialistes du domaine de l'environnement n'ont pas manqué de contribuer. Les idées sont bonnes et c'est aussi louable d'avoir de telles initiatives, mais il faut maintenant quitter dans les idées pour aller dans les concrets. Parce que nous, en tant que RDC, qui est aussi un pays forestier, surtout la deuxième massif forestier, c'est très important qu'on ait des associations comme ça qui essaient un peu de réfléchir dans la globalité sur les questions de l'environnement, sur les questions des forêts, de nos ressources naturelles. Le ministère des titres qui existe va capitaliser cet idéal-là, de sorte qu'on ait une idée globale sur ce que la forêt apporte au niveau mondial sur le plan écologique, social et sur le plan environnemental. Nous, en tant qu'experts et acteurs de la société civile, on est là. L'idéal est qu'on puisse d'abord essayer un peu d'identifier quelles sont les initiatives au niveau national qui militent pour la protection et la gestion durable des écosystèmes. Ici de rappeler que la démarche d'Eddy Mundela est conforme à ses prérogatives de premier vice-président du Sénat. D'après l'article 33 du règlement intérieur, le premier vice-président est chargé des questions législatives, des relations avec la Cour constitutionnelle, les institutions d'appui à la démocratie, les groupes politiques et les groupes provinciaux. Pour développer un plan d'action concret et planifier des stratégies pouvant engager des activités afin d'aboutir à limiter les effets du changement climatique en RDC, les membres de la société civile environnementale SOCIV RDC ont renforcé leurs capacités sur le plan structurel, institutionnel de coopération et de partenariat dans le cadre de l'exaction de lutte contre le changement climatique. Cette séance de travail a eu lieu vendredi 18 février 2022 à Kinshasa. Ce séminaire de renforcement de capacité de la société civile environnementale de la RDC, dont je suis le coordonnateur national, consiste à pouvoir revitaliser davantage nos différents membres, à pouvoir renforcer les capacités de nos différents experts membres. Vous le savez, nous sommes une grande plateforme qui regroupe plus d'une cinquantaine d'ONG environnementales éparpillées dans toutes les provinces de la RDC. Donc aujourd'hui, nous avons voulu réfléchir, lancer un cadre de réflexion, un cadre de débat d'idées et d'échanges pluriels, et bénéficier, si vous voulez, des expériences des autres. Les formatés ont expliqué ces différents membres de la société civile environnementale sur les rôles qu'ils sont appelés à jouer dans la contribution du territoire national CEDEN de la République démocratique du Congo, les enjeux du partenariat dans l'action climatique, ainsi que sur la plaidoirie des stratégies d'action dans le cadre de l'action climatique en RDC. Notre communication avait trait au développement des compétences des acteurs de la société civile dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Pourquoi cela? Parce qu'il est attesté aujourd'hui, pour s'engager dans l'action climatique telle que décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2019, il va falloir développer des compétences, donner des connaissances aux acteurs locaux de la société civile afin de pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ce qu'on appelle les activités liées à la contribution déterminée au niveau du pays pour permettre à chaque État parti à la Convention cadre des Nations Unies d'avoir la capacité locale de pouvoir contribuer efficacement à l'action climatique. Les participants, pour leur part, ont martelé sur le fait que ces connaissances acquises les seront utiles dans les actions des terrains, surtout à ce qui concerne l'agissement pour un environnement sain, ainsi que sur d'autres questions et défis de l'air à relever. Nous sommes très heureux de donner notre petite contribution, notre expérience de vie, ainsi de suite. C'est dans ce sens que le Congo peut évoluer. Le fait de ne pas discuter, de ne pas avoir des échanges, ça n'avancera à rien.
Nous allons avoir les données spécifiques, les thèmes spécifiques ou de la matière à discuter devant nos partenaires, que ce soit les gouvernements ou les partenaires extérieurs. Il a été démontré au cours de ces échanges que, pour bâtir un partenariat efficace dans l'action climatique, il existe 4 principes directeurs qui orientent les actions de la société civile en tant que partenaire du gouvernement. Il s'agit du partenariat, l'universalité, la cohérence ainsi que la transparence. Signalons que la SOCIV RDC regroupe plus d'une cinquantaine d'ONG qui militent pour la conservation de la nature et luttent contre les effets du changement climatique en RDC. Adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et promotion des droits de peuples autochtones en République démocratique du Congo souffre toujours de sa promulgation. Cette loi est soutenue par la Commission islamique du Congo. Pour l'islam, le peuple autochtone pygmée sont également de peuples congolais et doivent bénéficier de mêmes droits et devoirs que tous les Congolais. Nous croyons que le Tout-Puissant Créateur a fait de ces hommes une créature comme nous. Et ils se retrouvent dans une terre qui fait notre dénominateur commun. Moi, personnellement, comme communauté islamique, les peuples pygmées, ils sont entièrement congolais. Il n'y a pas un Congolais complet et un Congolais moitié. Nous sommes tous des Congolais, donc nous devons bénéficier de tous les droits et nous devons être capables de s'exercer comme il se doit, comme de bons citoyens, dans les obligations. Abdallah Mangala appelle le peuple autochtone à faire preuve du civisme et du respect des droits. Les chers frères et sœurs pygmées, qui sont nos frères et qui d'ailleurs sont avec nous dans la société civile, nous leur disons de faire de sorte que réellement que le peuple congolais et le peuple du monde entier arrivent à comprendre l'importance, n'est-ce pas, de leurs revendications. Donc, nous pensons qu'ils ne vont pas nous décevoir. Ils ne vont pas décevoir la loi. Appuyer le peuple pygmée dans leur marche vers la reconnaissance de leurs droits s'avère un devoir pour tous, car ce peuple se dit généralement discriminé en Afrique centrale. Il s'est de rappeler qu'il y a de cela 10 ans qu'ils mènent cette lutte. Aujourd'hui, le peuple s'est réjoui du travail en leur faveur par les législateurs congolais. Les ministres des hydrocarbures a, en présence des opérateurs pétroliers, procédé à l'évaluation de son secteur. Il était question de trouver les moyens pour contourner certains problèmes liés à la production, à la distribution et à la commercialisation du carburant aux normes édictées par le gouvernement. Nous faisons un gros effort pour adapter nos moyens logistiques à cette forte augmentation des volumes et nous avons besoin de l'assistance du gouvernement pour que ces volumes additionnels que nous sommes obligés de prendre en charge, nous tout seuls, nous ayons de moyens additionnels pour y arriver. De leur côté, les opérateurs pétroliers ont soumis leurs préoccupations liées à l'évacuation des produits, les normes de sécurité, bien plus les manques à gagner qui sévissent dans ce secteur, ainsi que celui relatif à l'approvisionnement. Ils ont promis de travailler de manière collective afin de trouver des solutions durables aux difficultés liées à la vente, aussi et au vu de tous de ces produits inflammables, ainsi que sur la prolifération des stations de service à Kinshasa. On va trouver une solution pour régler ces problèmes, de sorte que l'adaptation de la logistique soit proportionnelle à la croissance des volumes. Certaines difficultés de ravitaillement en produits pétroliers sont observées notamment à Kinshasa. Les ministres des hydrocarbures promet la mise en place d'une meilleure coordination entre les ministères, la CEP Congo et les indépendants pour un meilleur approvisionnement. À la base de cette situation, les marketeurs locaux recourent à une sorte de raisonnement. Certains opérateurs pétroliers éprouvent des difficultés de trésorerie et épurent difficilement leurs engagements envers l'État. Une sorte de chantage rassure les ministères à l'endroit du gouvernement auprès duquel il exige le paiement du manque à gagner ainsi que la révision des prix à la pompe à la suite de la hausse baril.
Les ministres ont également proposé que les opérateurs pétroliers et les transporteurs puissent œuvrer de concert pour le plus grand bien de la population congolaise. Didier Boudimbo envisage de mettre en disposition un bâtiment spécialisé pour les pétroliers qui constitue une des branches importantes du domaine des hydrocarbures. Le guide touristique est celui qui accompagne les touristes vers les attractions touristiques. Au cours d'une interview exclusive accordée à Environews, le directeur chef du parc national de Kahuzi-Biega au sud Kivu a parlé de l'importance qu'il accorde à ce métier. Il n'y a pas de tourisme sans guide. C'est un métier noble, puisque c'est un métier vraiment louable et il représente beaucoup dans les circuits touristiques. Nous avons prévu d'organiser les visites guidées comme des journées pédagogiques aux écoles, afin qu'ils découvrent non seulement les gorilles, mais qu'ils découvrent aussi ce métier qui est noble, où ils seront guidés et expliqués par le guide touristique qui vont les encadrer pendant toute la journée. Et c'est de cette manière que nous avons essayé de célébrer cette journée. Comme tout autre métier, celui-ci ne manque pas de risques. Comment cela est-il géré? Là, c'est l'incident qu'on a déjà connu. C'est une famille qui n'est pas encore totalement habituée et toujours dangereuse. Il ne faut pas vraiment beaucoup l'approcher avant qu'elle ne soit totalement habituée. Le guide voulait échapper pour ne pas être attrapé par les gorilles. Il s'était blessé par la main. Les éco-guides, par exemple. Ça, vous amenez un groupe en pleine forêt. Si vous n'avez pas une expérience avérée, mais vous pouvez amener le groupe dans des endroits dangereux. Nous vivons par exemple dans des pays où des fois les hommes en armes ne comprennent pas bien ce que c'est le secteur du tourisme. Bon, un homme en armes venir déranger des excursionnistes ou des touristes. Donc, il y a des dangers comme ça. La République démocratique du Congo, avec sa richesse en biodiversité, a au moins dans chaque province un lieu touristique à visiter. D'où la nécessité des guides touristiques. L'ONT revient sur l'importance de cette journée. Dans le guide, celui qui apporte des informations exactes sur le patrimoine, à la fois culturel, historique ou naturel, vous serez au courant de ce qui va être fait. Il y a des choses que nous sommes en train de préparer. J'ai reçu des formations ici et ailleurs, un guide à la charge du groupe qui conduit. Avec le manque de filières réservées à ce métier en RDC, comment trouve-t-on des guides? L'ONT ne recrute pas les guides touristiques. L'ONT forme. Jusque-là, en RDC, il n'y a pas une institution formelle qui prend en charge des guides touristiques. À l'ONT actuellement, ont été formés ailleurs. Notons que la Journée internationale de guides touristiques est célébrée le 21 février de chaque année.